Lo quieras. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, bonsoir. Je vais sacrifier aux conventions usuelles, traditionnelles, d'abord en remerciant très très sincèrement la CODENAF. C'est le CODENAF ou la CODENAF? C'est CODENAF. CODENAF, voilà. Très bien. Donc je remercie très très vivement CODENAF de m'avoir invité à Grenade et à participer à cette journée qui, pour moi, est une journée intéressante, instructive, mais c'est quand même une journée. Et j'arrive en fin de journée. J'arrive en fin de journée, je ne suis pas le seul à arriver en fin de journée. Nous sommes arrivés en fin de journée et d'autres, plus que certains, ont beaucoup travaillé. Je pense en particulier aux traducteurs et aux traductrices qui ont fait un effort admirable et qui, probablement plus que nous tous, doivent être assez fatigués. Voilà. Alors, pour être très franc avec vous, j'ai chamboulé un peu mon topo. Et d'abord, je voudrais ouvrir une parenthèse. C'est une redoutable, mais vraiment une redoutable tâche de terminer une journée parce que j'ai en tête, j'ai à l'esprit ce qui s'est dit toute la journée. Des choses bien évidemment intéressantes, quasiment tout le temps intéressantes. Parfois avec lesquelles je n'étais pas tout à fait d'accord, parfois que j'approuvais, parfois qui me laissaient très dubitatif. Mais bon, voilà, c'est un sujet, c'est un thème qui incline à produire des topos ambivalents, des topos ambigus, des topos parfois approximatifs, ou des topos parfois redondants. Voilà. Alors, en fait, ce que je vais faire, c'est, je vais vous dire 2-3 mots pendant environ un quart d'heure, 20 minutes, tout au plus. Et ce sont 20 minutes que je vais prendre avec l'air un tout petit peu inspiré, atteint par l'état de grâce. Et je vais vous dire des choses. Je vais vous dire des choses sur ce thème que l'on appelle ordinairement l'immigration. Et je vais sciemment, délibérément parler très doucement pour que les traductrices et les traducteurs puissent faire convenablement leur travail. Alors, donc, c'est, je le répète, sur le mode improvisé, et donc, bien évidemment, je vous demande votre indulgence, car ma pensée risque d'être un peu confuse, un peu brouillonne, mais comme dirait un des sociologues avec qui j'ai travaillé, pour qui j'ai une très très grande admiration, peut-être un peu moins maintenant, mieux vaut avoir une pensée bordélique que pas de pensée du tout. Voilà. Donc je vais vous proposer une pensée quelque peu désordonnée, et au fond, je vais dire des choses qui seront souvent, ou qui s'appuieront souvent sur ce qui a été dit aujourd'hui et sur ce que j'ai entendu. Alors, le premier point, c'est que moi je viens d'un pays qui s'appelle la France. Et vous savez tous et toutes que la France est un pays exceptionnel. Et c'est un pays, du point de vue de l'objet qui nous préoccupe ici, un pays ancien, c'est-à-dire un vieux pays. Et en particulier, un vieux pays qui sait compter, qui sait enregistrer, qui sait créer des dispositifs de classification,
qui a une extrême habileté dans la production des taxonomies, etc., etc. Autrement dit, en France, on sait compter. Voilà. On sait compter, on sait enregistrer, et nous disposons d'un appareil statistique qui est probablement l'un des plus anciens d'Europe. Et quand je compare avec la situation qui est la vôtre aujourd'hui en Espagne, et en particulier les discours et les réflexions que vous portez sur l'immigration. C'est un thème, le mot lui-même est déjà très problématique. Hein. Bon. Je vois bien qu'il y a non seulement des décalages, mais il y a des expériences qui ont déjà été accomplies dans un pays comme la France et qui seraient bons pour produire de la connaissance, de toujours faire deux choses. Il n'y a pas de connaissance sans faire de l'histoire, c'est-à-dire sans historiciser les phénomènes sociaux, les grands événements qui scandent la vie d'une société. Donc, histoire, historicisation, mais aussi, et c'est très important, comparaison. Alors, le problème qui est, je vous demande pardon d'employer des grands mots comme ça, mais je suis sûr que vous êtes habitués à ce langage, ça ne va pas sans poser quelques problèmes que l'on dit dans le milieu académique épistémologique. Voilà, savant. Bon. Pour comparer, pour faire de l'histoire, encore faut-il que les deux sociétés que l'on compare et que l'on veut historiciser disposent de connaissances à peu près équivalentes, bien évidemment. C'est-à-dire que les deux sociétés, par exemple, soient dotées d'une discipline qui s'appelle l'histoire, et que l'histoire, comme discipline, ait intégré la dimension du peuplement. En France, c'est relativement nouveau. La question du peuplement français, ou la question du peuplement de la France, plus simplement, la question de l'histoire de France, qui est inséparablement l'histoire de la société française et l'histoire de son peuplement, c'est relativement récent. C'est il y a une vingtaine d'années. Et on a intégré, on a inclus ce qui n'était que justice historique, on a inclus dans l'histoire du peuplement, on a inclus l'histoire de l'immigration. Voilà. Alors, ça c'est pour des sociétés, anciennes, dotées comme je vous l'ai dit il y a un instant, de dispositifs d'enregistrement, mais aussi d'une discipline historique. Discipline historique, ça veut dire qu'il y a des historiens. Ça veut dire qu'il y a des revues. Ça veut dire qu'il y a un espace concurrentiel dans lequel les historiens font de l'histoire et que cette histoire est reconnue par l'ensemble du champ des historiens, etc. Toutes les sociétés ne sont pas dotées de la même manière d'un champ constitutif d'un mode de production de l'histoire. Voilà. Si par exemple je veux comparer l'histoire du peuplement de France et l'histoire du peuplement de l'Algérie, bien évidemment, j'aurai quelques difficultés à opérer cette relation et cette comparaison. Voilà. Donc, il me semble qu'il ne faut jamais perdre de vue qu'il n'y a pas de connaissance sans histoire et qu'il n'y a pas de connaissance sans comparaison, et que l'histoire et la comparaison, en fait, relèvent de traditions nationales, et que toutes les nations, que toutes les sociétés ne sont pas dotées des mêmes traditions en matière de conditions de production de la connaissance. Voilà. Ça, c'est un premier point. Donc, du même coup, ça vous invite à savoir qu'est-ce qu'il faut historiciser et bien évidemment qu'est-ce qu'il faut comparer. Ça, c'est le premier point.
Alors, je le dis un peu dans le désordre, et encore une fois, vraiment, je vous demande votre indulgence. Le deuxième point, quand on se met à parler de l'immigration, peut-être que la première chose qu'il faut faire, qui en réalité devrait être un automatisme réflexif, un automatisme conceptuel. Quand on travaille sur l'immigration, mais exactement comme si on travaillait sur la religion, sur le travail, sur la famille, sur l'institution scolaire, sur l'État, etc. Quand on travaille sur quelque chose, la première chose qu'il faut se demander, avant toute chose, c'est qu'est-ce que je fais quand je fais quelque chose. Et c'est d'ailleurs la définition minimum de l'épistémologie. C'est qu'est-ce que je fais quand je fais quelque chose. Donc, par exemple, quand je cite des chiffres, ou quand je produis des chiffres, ou quand je m'approprie des chiffres qui ont été produits ailleurs, par d'autres, etc., il me semble extrêmement important, en particulier à propos de sujets aussi polémiques que l'immigration, il importe de s'interroger sur ce que l'on fait quand on fait quelque chose. Qu'est-ce que c'est que compter? Qu'est-ce que c'est que produire des statistiques? Qu'est-ce que c'est qu'un nombre, en particulier quand ce nombre est accolé à des populations qui ont une relation problématique au nombre? Oui, parce que vous savez parfaitement que l'immigration, la première chose que l'on fait, c'est toujours la compter. C'est toujours se demander, mais combien ils sont? Combien vont-ils être? Ils étaient combien? Autrement dit, vous voyez bien qu'il y a des thèmes, ou plus exactement, il y a des populations probablement plus problématiques que d'autres. Les membres du Conseil d'État en France, je vous le garantis, ne sont pas du tout problématiques comme l'est l'immigration. Travailler sur les ingénieurs en France n'est pas du tout problématique. Ou en tout cas, pour être plus précis, n'est pas politiquement problématique. En revanche, tout ce qui touche à ces populations embarrassantes, tout, absolument tout, devient problématique. Ces populations embarrassantes, elles sont embarrassantes pour tout le monde, absolument tout le monde. Elles sont embarrassantes, bien entendu, pour l'État, qui est quand même aux avant-postes de cette affaire. Ces populations sont embarrassantes pour ces institutions, les institutions d'État, qui sont chargées de compter. Elles sont embarrassantes pour les militants, pour ceux qui ont comme arme première, et ce n'est pas du tout une critique, n'allez surtout pas y voir même une critique implicite, embarrassante pour les militants, c'est-à-dire embarrassante pour tous ceux et toutes celles qui ont pour seule arme, bien souvent, l'indignation morale. Mais ces populations sont aussi embarrassantes, mais alors même très embarrassantes, pour ceux que l'on qualifie, ou qui se qualifient, ou qui s'auto-qualifient de scientifiques. Bien entendu, elles sont aussi très embarrassantes pour les politiques, qui alors du coup sont quand même concernés au premier chef, puisque c'est à eux de dire qui doit-on inclure, qui doit-on exclure. C'est à l'État, qui est quand même la première des institutions, et dont la vocation légitime est de dire
celui-là, je le fais national, celui-là ne sera pas un national. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est pourquoi est-il si difficile? Pourquoi est-il si compliqué? Pourquoi est-il quasiment impossible de parler de l'immigration sans faire de la politique? Pourquoi l'immigration relève, là je ne parle même pas des militants dont c'est la vocation quasi naturelle, je parle des scientifiques, pourquoi l'immigration n'est intelligible qu'au travers des catégories du politique? Pourquoi est-il si difficile de parler de l'immigration sans faire de la morale? Pourquoi est-il si difficile, si pesant moralement? Pourquoi est-il si incertain quand on parle de l'immigration d'échapper à la sommation? Ça signifie la chose suivante: peut-on parler de l'immigration sans avoir un avis moral sur ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour eux? Autrement dit, est-il possible de dire quelque chose qui ressemble à quelque chose de l'ordre de la science ou de l'ordre de l'intelligibilité scientifique sans être sommé, et j'insiste, sans être sommé de dire « je suis pour, je suis contre ». Est-ce qu'il est naturellement obligatoire? Est-ce qu'il est naturellement automatique d'avoir une opinion sur les immigrés? Est-ce qu'il est naturel? Est-ce qu'il est normal d'énoncer d'abord le fait d'être pour ou contre quand on veut énoncer quelque chose sur l'immigration? Autrement dit, la question revient à dire: est-ce qu'il est possible de dire quelque chose sur l'immigration et les immigrés qui ne relève pas ipso facto ou tout de suite du politique? Quand je dis immigration et immigrés, je ne confonds pas du tout les deux. Quand on parle d'immigration, on ne parle pas des immigrés, et quand on parle des immigrés, on ne parle pas de l'immigration. L'immigration, c'est un phénomène historique. En réalité, l'immigration renvoie à une relation historique de domination entre des sociétés. L'immigration renvoie de l'histoire et de l'histoire des relations entre les sociétés. Ça n'indique pas grand-chose ou quasiment rien sur les immigrés ou ce que l'on entend par immigrés. Immigrer, en réalité, est une condition ontologique. Être émigré, c'est une manière d'être dans le monde, et il faut tout de suite ajouter, c'est une manière d'être dans le monde des autres. Donc quand on veut parler de l'immigration, il faut prendre soin à ne pas confondre cette catégorie avec une autre catégorie qui est celle de l'immigré, c'est-à-dire de la condition ontologique. J'irais même jusqu'à dire, même si ça ne tient pas bien la route, que
autant avec l'immigration, nous sommes dans des processus collectifs, historiques, et comme je l'ai dit tout à l'heure, réfléchir sur l'immigration, c'est adopter une posture d'historien, c'est historiciser ce que l'on regarde et ce que l'on tente de réfléchir. Avec l'immigré, on est plutôt dans l'ordre de la singularité. Et d'ailleurs, on est tellement dans l'ordre de la singularité. Et d'ailleurs, on adore être dans la singularité quand on travaille sur les immigrés. Il est très rare, en réalité, que ceux qui travaillent sur les immigrés font par exemple des statistiques. Toujours, quand il y a statistiques dans des papiers ou dans des ouvrages, c'est toujours des statistiques, des chiffres, des dénombrements, un travail qui a été fait ailleurs par des dispositifs légitimes dont la vocation est de produire de la statistique. Il y a, depuis toujours, un engouement un peu suspect quand on travaille sur les immigrés. Et pour vous le dire très franchement, très honnêtement, il y a un engouement suspect pour la biographie. Les premières études en France, qui ne datent pas de l'avant-guerre, qui datent des années 70, c'est des études qualitatives financées par les institutions. Et c'est toujours des biographies. D'ailleurs, puisqu'il faut le citer, puisqu'on ne peut pas se passer de lui, je veux parler de Sayad. Oui. Non, parce que peut-être qu'on aurait pensé que j'allais dire Bourdieu. Non, c'est Sayad. C'est Sayad. C'est, je crois, dans La double absence, il a quelques lignes sur l'importance de la biographie dans la démarche sociologique, ou l'importance de la biographie dans la littérature sociologique concernant les immigrés. Et alors la question peut se poser légitimement, me semble-t-il, tout à fait légitimement. Est-ce que la science, non, est-ce qu'une science de l'immigration, qui est en réalité une science des immigrés, est-ce que cette science est-elle condamnée à être une science du petit, des petits? Alors, si je devais reprendre la terminologie de Bourdieu, si je devais parler comme Bourdieu, c'est comme si vous aviez Bourdieu devant vous. Voilà, je vais vous parler comme Bourdieu. Il y a entre celui qui produit de la connaissance sur le petit et le petit, c'est très méchant, mais c'est Bourdieu. C'est très méchant, mais je crois que c'est très vrai. Je crois vraiment que c'est très vrai. Dit dans son langage, ça donne, il y a entre le sociologue et l'immigré une affinité structurale des habitus. Voilà. Il y a, en tout cas, il y a eu pendant longtemps, très longtemps, et encore aujourd'hui, en partie, une ressemblance étrange, mais vraiment très étrange, entre le sociologue et l'immigré. Et on pourrait même se demander si au fond ceux qui ont fait les premières sociologies des immigrés n'étaient pas des immigrés eux-mêmes, mais des immigrés d'une autre nature, dotés d'autres qualités biographiques, pas les immigrés qu'on trouvait dans les foyers, non. Ceux qui avaient subi des déplacements dans l'espace social, qui avaient subi quelques... Bon, voilà, vous m'avez parfaitement compris. Voilà. Bon. Autre point important, qui n'est pas sans relation organique avec ce que je viens de dire. Pourquoi, quand on réfléchit dans
pourquoi, quand on réfléchit sur l'immigration, pourquoi nous réfléchissons toujours dans l'urgence. Et c'est d'ailleurs là où on retrouve le politique. Car le politique est à distinguer de la politique. Ce sont deux catégories qui sont différentes. La politique a partie liée à l'urgence. La politique a partie liée aux luttes. À des luttes réglées. Le politique n'a pas partie liée. Alors, la politique a partie liée à des temporalités courtes, à des temporalités très courtes. Si on devait résumer grossièrement ce qu'est la politique, on pourrait dire, en paraphrasant presque Bourdieu, mais pas tout à fait Bourdieu, qu'en réalité, les luttes sociales sont des luttes de position. Et alors, ça, c'est vraiment au fondement de la pratique politique. La pratique politique est habitée par la notion de lutte. Le politique a quant à lui un rapport différent à la temporalité. C'est une temporalité plus longue, mais surtout, le politique est, comme le dirait Jacques Rancière, une instance de production de principes, de normes et de valeurs. Le politique n'a pas directement à voir avec la cuisine gouvernementale ou avec la cuisine. C'est pas du tout péjoratif, hein, c'est vraiment il faut prendre vraiment la notion de cuisine au sens strict, hein, vraiment au sens strict. Hein. Voilà, les ingrédients, etc. Bon, les bons aliments, le dosage, l'équilibre, le goût, la saveur et la présentation aux autres. Voilà. Donc, la question peut se poser de savoir pourquoi, quand il s'agit d'immigration, ceux qui ont partie liée à l'immigration, tant du point de vue des pratiques que de la production des représentations, pourquoi ont-ils partie liée à l'urgence? Et donc la question, si on est d'accord pour dire que tous ceux qui s'intéressent, et en particulier tous ceux qui se surinvestissent, et là je mets dans la même charrette aussi bien les militants que les scientifiques, pourquoi tous ceux qui se surinvestissent auprès de ces populations, au sein de ces populations, ne règlent leurs pratiques et leur rapport à ces populations qu'à partir de la notion d'urgence. Et donc, du même coup, la question que l'on peut se poser, et qui restera pour le moment en suspens, c'est quels sont les effets de l'urgence quels sont les effets politiques et scientifiques de l'urgence. Il est quelle heure? Moins 10. Bon. Ça fait combien de temps que je parle? 20 minutes. Plus de 20 minutes. C'est 40 minutes. 40 minutes. Voilà. Alors, voilà. Parce que je vois que vous me regardez tous. Et donc je crois que je vais arrêter de parler puisque j'ai parlé pendant 40 minutes. Ce que je voulais faire, c'était un topo finalement assez classique. Ce que je voulais faire, c'était me demander pourquoi l'immigration est-elle une affaire d'État? Pourquoi l'immigration est un enjeu qui touche à la souveraineté nationale. Mais aussi, je voulais dire, oui, peut-être que je vais terminer là-dessus. Je sais bien, tout ce que je vous dis là, c'est complètement abstrait. J'en conviens tout à fait, mais je suis persuadé que vous pouvez raccorder ce qui peut paraître comme ça, à première vue, abstrait, à des pratiques tout à fait concrètes. Je voulais, parce que ça, c'est quand même quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, mais aussi parce que c'est probablement la chose
qui m'énerve le plus. Vraiment, vraiment, qui m'énerve le plus. Et je vais en profiter pour vous le dire. Il n'y a aucune raison que je le garde pour moi. L'immigration, si je le compare pour la France, pour l'Espagne, je ne sais pas. Je ne connais pas la situation. Je ne suis pas sûr que ce soit très, très, très différent. L'immigration est probablement le seul objet sur lequel on peut dire, en l'espace de 2 phrases, tout et son contraire, sans aucune impunité scientifique. Je ne dis pas sans aucune impunité politique, parce que s'il y a bien un objet où il y a des effets politiques, c'est bien celui-là, mais où il est possible de dire à peu près tout et n'importe quoi sans aucune impunité scientifique. Et comme c'est étrange, vraiment comme c'est étrange, pourquoi oublier ce que les sciences sociales nous ont appris? C'est que les mots produisent des effets théoriques considérables. Considérables. On ne parle pas impunément d'immigrés, d'immigration, de sans-papiers, de réfugiés, de clandestins, etc., sans produire ipso facto, sans produire automatiquement la théorie de la chose. La théorie de la chose. Et il se trouve qu'en réalité, il y a une complicité objective dans la production des effets de théorie entre une série d'acteurs, comme les sociologues, comme les militants, comme le politique, etc., etc. Et, au fond, réfléchir sur l'immigration, là je le dis brutalement, je ne le pense pas, mais je le dis quand même brutalement, ça va un moment, mais ce n'est pas ça le plus intéressant. Ce n'est pas l'immigration en elle-même qui est intéressante. Ce n'est pas le fait de bosser ou de réfléchir sur les immigrés qui est intéressant. Parce que, en réalité, quand vous avez fait quelques années de travaux là-dessus, et en particulier du terrain, vous vous apercevez que vous avez vite fait le tour. Mais, prendre prétexte de l'étranger pour réfléchir sur sa propre société, ou partir, non pas de l'immigré, parce qu'un immigré, en réalité, ça n'existe pas. Voilà. Ça n'existe pas. Je voudrais bien savoir qui, ici, a déjà vu un immigré. Non. Du coup, je ne sais même plus ce que je voulais dire. Oui, voilà. Non, je ne sais plus ce que je voulais dire. L'immigré n'existe pas. Oui, voilà, ah, ça y est, voilà, absolument. Voilà, merci. En fait, il faut partir d'en haut, aller jusqu'en bas, et puis repartir en haut pour savoir comment en haut a produit le bas. Autrement dit, ce qui est intéressant, ce n'est pas l'immigré en tant que tel, ce sont les conditions qui rendent possible cette croyance collective qui consiste à croire que les immigrés, ça existe. Voilà.